Soyons honnêtes. Pourquoi un homme aime-t-il la fellation et comment cet acte apparemment simple influence-t-il tout le reste de votre vie? Cette question ne concerne pas la vulgarité. C'est la clé, le passe-partout des pièces les plus sombres et les plus secrètes où réside la véritable psychologie des relations. Aujourd'hui, nous n'allons pas tourner autour du pot. Nous allons plonger dans la manière dont votre vie sexuelle dans la relation détermine si vous resterez ensemble ou si vous vous séparerez dans un an, et pourquoi même l'union la plus idéale peut être confrontée au problème de l'absence de sexe dans le mariage. Nous allons analyser atome par atome les principales erreurs relationnelles que vous commettez sans même vous en douter. Notre objectif est de comprendre comment sauver un mariage quand tout semble s'écrouler et pourquoi la psychologie masculine complexe le force parfois à prendre des décisions irrationnelles. Nous allons découvrir pourquoi les hommes partent, même lorsque vous êtes sûr d'avoir été tout pour lui, et quoi faire lorsque survient l'inévitable crise relationnelle. Ces conseils de psychologue ne sont pas de douces consolations, mais le scalpel chirurgical que nous a légué le vieux Freud. Nous analyserons comment raviver la passion dans une relation après 40 ans, lorsque Sa Majesté la crise de la quarantaine masculine se tient déjà sur le seuil. Nous dévoilerons les mensonges de la psychologie populaire sur ce qu'est l'acceptation du partenaire en psychologie et trouverons les véritables paramètres de base de votre couple. Préparez-vous, ce sera douloureux, intéressant et par moments très drôle. La seule contrepartie pour cette séance d'honnêteté totale est votre abonnement et votre j'aime, notre monnaie locale pour ce striptease intellectuel. D'ailleurs, faisons immédiatement une petite expérience pour comprendre qui s'est rassemblé aujourd'hui pour cette discussion franche. Si vous êtes un homme, mettez le chiffre 1 dans les commentaires. Si vous êtes une femme, le chiffre 2. Nous sommes simplement curieux de savoir qui a été le plus touché par ce sujet audacieux. Nous regarderons les statistiques à la fin. On ne construit pas le bonheur avec une fellation. Alors commençons par le plus piquant, l'écueil fondamental, et en même temps la pierre angulaire du plaisir, le sexe oral. Penser que ce n'est que de la physiologie est l'erreur principale et la plus naïve. C'est un acte d'une profonde symbolique psychologique. Freud nous a enseigné que derrière chacune de nos actions se cache un désir inconscient, l'écho de nos traumatismes et complexes d'enfance. Pour l'homme, son phallus n'est pas seulement un organe. C'est l'incarnation matérielle de sa force, de son ego, de son pouvoir sur le monde, son sceptre symbolique par lequel il règne sur sa petite univers. C'est son lien avec le Père, sa victoire dans le complexe d'Oedipe, sa preuve qu'il n'est pas castré, mais fort et compétent. Et lorsqu'une femme le prend dans sa bouche, elle accomplit inconsciemment un acte de reconnaissance. Elle accepte toute son essence, sa dominance et son droit à cette force. Elle dit symboliquement « J'accepte ton autorité, j'accepte ta force, je me soumets à toi ». C'est pourquoi le subconscient masculin réagit de manière si aiguë et parfois inadéquate à un refus. Pour lui, ce n'est pas un refus d'un acte sexuel spécifique. C'est un refus de le reconnaître en tant qu'homme, en tant que chef, en tant que porteur du pouvoir. Dans son code profond, cela résonne comme un assourdissant « Tu n'es pas assez bien pour que je t'accepte totalement. Ta force ne signifie rien pour moi ». C'est un acte de castration symbolique après lequel l'homme pourrait commencer à chercher la confirmation de sa masculinité ailleurs. Non pas parce qu'il est mauvais ou qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'on l'a privé de la chose la plus importante, la reconnaissance de sa compétence masculine. Du côté féminin, ce n'est pas moins compliqué. Le refus n'est pas toujours un caprice ou du dégoût. Cela peut être sa révolte inconsciente contre l'autorité patriarcale, un refus de servir l'ego masculin. Cela peut être la conséquence de traumatismes passés où l'intimité était associée à la violence ou à l'humiliation. Ou ce qui est encore plus fréquent, c'est simplement un test décisif de votre relation. S'il n'y a pas de proximité émotionnelle, de confiance et de chaleur entre vous, elle ne voudra pas accomplir ce rituel de manière purement mécanique, car il exige une confiance et une vulnérabilité maximale. Comme l'a dit Freud lui-même, la grande question à laquelle il n'a pas été répondu et à laquelle je n'ai toujours pas pu répondre malgré mes 30 années de recherche sur l'âme féminine est celle-ci: que veut la femme? Peut-être qu'elle ne désire pas tant l'exécution technique que le sentiment de sécurité et d'amour qui fait de cet acte non pas une obligation, mais un cadeau désiré. Et voici la première question piège sans détour. Pour un homme, le refus des caresses orales est-il toujours une insulte personnelle, ou est-ce tout de même le droit souverain de la femme? Soyons sans hypocrisie. Nous attendons les opinions les plus honnêtes et peut-être anonymes dans les commentaires.
Il est intéressant de voir ce qui l'emportera l'ego masculin ou l'indépendance féminine, qui domine réellement. Maintenant, retournons l'échiquier et examinons la situation sous un autre angle, comme le vieux Sigmund aimait le faire. L'image classique imposée par la culture populaire, la femme à genoux, l'homme qui la surplombe. La hiérarchie du pouvoir semble évidente et incontestable. Il est le maître, elle est l'exécutante soumise. Mais Freud aurait juste souri sarcastiquement dans sa célèbre moustache, car il savait que les choses les plus évidentes se révèlent souvent être le plus grand des mensonges. Qui est vraiment le chef ici? Celui qui reçoit passivement et vulnérablement le plaisir se remettant entièrement au pouvoir de l'autre, ou celle qui gère activement ce plaisir tenant dans ses mains, ou plutôt dans sa bouche, la partie la plus sensible et la plus sans défense du partenaire. À ce moment, c'est la femme qui devient l'arbitre du destin. Elle peut être une servante soumise accordant la béatitude ou une prêtresse toute-puissante dont la miséricorde détermine s'il montera au ciel ou s'effondrera dans l'abîme de la déception. Elle peut même devenir une bourrelle si elle décide de serrer les dents. C'est un jeu dangereux où les enjeux sont incroyablement élevés. La dominance n'est pas une posture physique, c'est un état psychologique de contrôle total sur la situation. Dans cet acte, l'homme remet à la femme le contrôle de son principal symbole de pouvoir. Il se rend vulnérable, lui confiant ce qu'il a de plus intime. Et dans ce jeu intime, le pouvoir peut passer de main en main, plus vite que vous n'avez le temps de dire inconscient. Alors la prochaine fois que vous verrez cette scène, demandez-vous qui est le pion ici et qui est la reine, permettant au pion de croire qu'il contrôle le jeu. Pourquoi n'épouse-t-on pas les escortes? Nous arrivons ici à la notion que nous appellerons conventionnellement la fausse fellatrice ou le simulateur de plaisir. C'est la femme qui mise exclusivement sur les techniques sexuelles, croyant sincèrement qu'une gorge profonde peut ouvrir la voie à des sentiments profonds et à des engagements à long terme. Elle perfectionne ses compétences, suit des cours, regarde des tutoriels, mais elle manque l'essentiel, ce dont parlait déjà Freud, aimer et travailler. Voilà les pierres angulaires de notre humanité. La professionnelle qu'elle soit, escorte ou simplement une femme ayant la psychologie d'une escorte n'offre que du travail. Une exécution techniquement irréprochable de la fonction de délivrer du plaisir. Elle satisfait la pure libido, l'attraction animale, le ça, freudien, cette partie de la psyché qui exige la satisfaction immédiate des instincts. Et à court terme, cela fonctionne parfaitement. Mais l'homme mûr dont le moi, ego et le surmoi, super-ego, sont déjà formés, cherche quelque chose de plus. Son moi cherche une partenaire qui lui soit égale, avec qui dialoguer, faire des plans, partager des intérêts. Son surmoi, le censeur intérieur, exige une femme qu'il puisse présenter fièrement à la société, à sa mère, à ses amis. Une femme qui deviendra la mère de ses enfants et la gardienne du foyer. La fausse prêtresse ne passe pas ce filtre. Elle est une fonction, pas une personne. Il cherche une femme qui soit le reflet de ses ambitions, de son monde, de son aspiration à la grandeur. Il a besoin de celle qui stimulera son intellect, son esprit, et pas seulement ses organes génitaux. Une personnalité brillante, intelligente, réussie qui choisit de se soumettre à lui dans la chambre à coucher est valorisée 1000 fois plus que celle pour qui ce n'est qu'un travail ou le seul outil disponible pour la manipulation. Une belle potiche peut divertir pour une nuit, mais il construira un empire et élèvera ses héritiers avec celle avec qui il n'a pas peur de se retrouver seul lorsque la lumière est allumée et les vêtements remis. C'est une loi fondamentale et elle explique pourquoi les femmes les plus habiles au lit restent souvent seules, ne comprenant pas où elles se sont trompées dans leurs calculs. Nous nous approchons progressivement du cœur du problème et bientôt vous apprendrez ce qui changera à jamais votre compréhension du mot amour. Ce que nous avons discuté n'est que la pointe de l'iceberg. Tempête hormonale ou amour. Soyons extrêmement honnêtes et appelons les choses par leur nom. Ce que 99% des gens appellent amour durant la première année ou l'année et demie de relation n'est pas de l'amour. Du point de vue de la psychanalyse, c'est un état de trouble psychique aigu, une forme de folie temporaire, une griserie hormonale programmée par la nature dans un seul but cynique, la procréation. C'est le triomphe du principe de plaisir freudien lorsque notre cerveau drogué par un cocktail de dopamine, d'ocytocine et de vasopressine ne voit pas dans le partenaire une personne réelle et vivante avec ses défauts, mais un objet idéalisé, une hallucination créée par notre subconscient pour satisfaire nos désirs narcissiques les plus profonds et nos besoins d'enfant. Pendant cette période opiacée,
Nous n'aimons pas la personne, nous aimons nos projections sur elle. Nous projetons sur elle l'image du père idéal qui nous a manqué ou de la mère attentionnée dont nous rêvions. Nous voyons en elle le sauveur qui résoudra tous nos problèmes ou la muse qui nous inspirera de grandes réalisations. Dans cet état opiacé, nous sommes prêts à tout. Nous trouvons son ronflement charmant, son habitude de laisser traîner ses affaires adorables et ses amis alcooliques des gens chaleureux. Nous croyons sincèrement que ce sera toujours ainsi. Mais les hormones ne sont pas éternelles, et leur effet se termine comme pour toute drogue. Tôt ou tard, le principe de plaisir se heurte bruyamment au principe de réalité strict et impitoyable. Le sevrage arrive. Vous remarquez soudain avec horreur qu'il mâche comme un porc à l'auge et qu'elle lime ses ongles pendant des heures, laissant de la poussière sur votre café du matin. Les projections s'effondrent et à travers elles apparaît la personne réelle imparfaite avec ses peurs, ses complexes et ses habitudes irritantes. Et c'est à ce stade, à ce niveau de désillusion, que 96% des grandes histoires d'amour se terminent sans gloire, car les gens ne sont jamais arrivés aux véritables relations. Ils n'étaient que deux toxicomanes dont la dose était épuisée. Et maintenant, ils se regardent avec des yeux sobres et déçus, ne comprenant pas qui est cet étranger devant eux. La véritable relation, cet amour dont on parle dans les livres, ne commence qu'après que vous ayez survécu à ce sevrage et pris la décision consciente sans dopage hormonal de rester ensemble avec les yeux grands ouverts et sans lunettes roses. C'est un choix, pas une force de la nature. Les deux étapes de la maturité masculine. Ainsi, la tempête hormonale s'est calmée, les lunettes roses se sont brisées et vous êtes restés tous les deux avec une personne réelle vivante et parfois insupportablement irritante. Félicitations, vous avez passé le premier niveau, mais le jeu ne fait que commencer et le prochain boss, comme dans un bon game design, est beaucoup plus sérieux et insidieux. C'est ici, sur ce champ de bataille ravagé du premier amour, que l'homme doit traverser sa première étape de croissance véritablement importante. C'est la deuxième séparation de sa vie. La première, comme nous nous en souvenons par les classiques, était celle de la mère lorsqu'il a, selon Freud, plus ou moins réussi à surmonter le complexe d'Oedipe et à cesser de voir en elle l'objet principal et unique de son amour. Il a symboliquement tué, le père a pris sa place et a obtenu le droit à sa propre femme. Mais ce n'était qu'une répétition. La deuxième séparation, non moins importante, est la séparation de sa meute, de ses frères, de ce groupe masculin dans lequel il s'affirmait avant vous. C'est le moment où il doit faire un choix existentiel. Il doit symboliquement dire à ses amis « Les gars, la pêche est annulée. J'emmène ma femme choisir des rideaux. » Cela semble prosaïque et même anecdotique, mais dans le langage de la psychanalyse, cela signifie « Je choisis ma femme et ma nouvelle famille comme centre de mon univers. » Vous êtes maintenant en périphérie. Un homme qui n'a pas franchi cette étape restera à jamais un adolescent qui s'enfuira constamment de la maison pour rejoindre ses amis dans le garage au football ou au bar pour se sentir un vrai homme parmi les siens, car au sein de la famille, son ego est encore trop faible et immature. Il n'est pas devenu le chef de son propre clan, il est resté un membre ordinaire d'un autre. Et la femme aux côtés d'un tel homme se sentira toujours en seconde place, après ses amis, la bière et les chars virtuels. Il n'a pas construit sa maison, il dort juste parfois dans la vôtre. Il a peur d'être étiqueté cocu, ne comprenant pas que la responsabilité de sa famille est la manifestation suprême de la force masculine et non de la faiblesse. Si cette étape est franchie avec succès, une période de calme relatif s'installe 10, 15, 20 ans. Vous construisez votre quotidien, élevez des enfants, remboursez l'hypothèque et sans vous en rendre compte, jour après jour, vous perdez ce par quoi tout a commencé. Les paramètres de base du couple. Vous vous en souvenez. C'est quand vous étiez terriblement intéressé par ce qu'elle pensait, lisait, rêvait. C'est quand vous vous désiriez ici et maintenant, sur la table de la cuisine, et non selon un calendrier, le samedi après 21 heures, si les enfants étaient endormis et que personne n'était fatigué. Ces paramètres s'effacent sous le poids des problèmes quotidiens, comme une vieille peinture. Les conversations se résument à « Tu as payé la crèche ?» Les enfants ont fait leur devoir, qui sort la poubelle. Le sexe devient un devoir conjugal, une obligation routinière. La romance, un bouquet pour le 8 mars et un post sur les réseaux sociaux. Vous ne devenez plus des amants mais des partenaires en gestion domestique. Et c'est sur ce terrain brûlé du quotidien que pousse la fleur la plus vénéneuse et insidieuse, la crise de la quarantaine, qui pousse l'homme
vers la deuxième et dernière étape de la maturité. Et c'est ici, statistiquement, que se brisent la plupart des mariages qui semblaient incassables. Si vous êtes toujours avec nous et que vous n'êtes pas tombé en dépression après cette analyse impitoyable, cela signifie que vous êtes prête pour le plus important. Votre abonnement et votre j'aime sont la meilleure contrepartie pour cette dose de vérité qui dérange. Alors n'hésitez pas à payer les factures avec notre monnaie locale. La deuxième, l'étape finale de la maturité, est la séparation de l'homme de sa femme en tant que seule source de bonheur et de sens de la vie. À 40-50 ans, il réalise soudain avec horreur que la jeunesse est passée, le ventre grossit, les cheveux se clairsemment, et l'Everest n'a jamais été conquis. Il se regarde dans le miroir et ne voit pas le brave gars qu'il était à 25 ans. Il regarde sa carrière et comprend qu'il ne deviendra probablement pas Elon Musk. Et toute cette horreur existentielle, toute la peur du vieillissement et de la mort, toute son insatisfaction intérieure, il la projette par le mécanisme de défense le plus simple et le plus infantile sur l'objet le plus proche, sur vous. Il commence à lui sembler que c'est votre faute si sa vie est ratée. C'est vous qui avez cessé de le regarder avec des yeux amoureux. Ce n'est plus vous qui êtes la pile magique dont il tirait son énergie et son inspiration. Et il commence à chercher une nouvelle drogue, une nouvelle femme généralement beaucoup plus jeune. Non pas parce qu'elle est objectivement meilleure, mais parce qu'elle est une page blanche sur laquelle projeter de nouveaux espoirs et illusions. Il pense qu'il commence une nouvelle vie, mais en réalité, il essaie simplement de répéter la première étape de la tempête hormonale, de fuir lui-même et sa propre mortalité. C'est une tentative infantile de redémarrer le jeu, sans comprendre que le problème n'est pas dans le jeu, mais dans le joueur lui-même. L'homme mûr à ce moment comprend que la source de son bonheur ou de son malheur ne se trouve pas dans la femme, mais à l'intérieur de lui-même. Il doit se séparer de l'idée infantile que quelqu'un d'autre doit venir le rendre heureux. Il doit enfin mûrir et assumer la responsabilité à 100% de son état émotionnel. Il doit comprendre que sa femme n'est pas une fonction de livraison de joie, mais une personne distincte et autonome qui a aussi ses propres crises, ses propres désirs et son droit sacré à la fatigue. Et ici, nous voyons deux chemins. Le premier, l'homme infantile accusant sa femme de tous les péchés capitaux, par commencer une nouvelle vie qui, dans quelques années, le mènera à la même déception, car on ne se fuit pas soi-même. Le deuxième chemin, l'homme mûr. Il reste, mais commence à travailler sur lui-même, à chercher de nouveaux sens à l'intérieur de lui, et non dans une nouvelle jupe, et à construire avec sa femme de nouvelles relations, désormais de partenariat, et non plus de type enfant-parent. Et c'est sans doute l'épreuve la plus difficile et la plus importante pour toute union à long terme. Dans toute situation, choisis-toi toi-même. Nous avons analysé la psychologie, le sexe, les crises, la maturité masculine. Nous avons disséqué les aspects les plus douloureux de la vie commune. Mais tout cela ne fonctionnera pas. Toutes ces connaissances se transformeront en poussière sans un dernier élément. C'est le principe le plus égoïste, mais le plus honnête, et paradoxalement le plus salvateur de tous. Il est à la base du bonheur personnel, et sans lui, toute relation est condamnée à se transformer en un marais toxique. Si vous êtes prêt pour le plus important, mettez simplement un plus dans les commentaires. Cela ne prendra qu'une seconde et nous saurons que vous êtes avec nous et prêts pour l'initiation. Maintenant, l'essentiel. Il s'agit de la soi-disant acceptation. La psychologie populaire moderne a transformé ce concept en un véritable culte. On nous dit de tous côtés, accepte-le tel qu'il est. N'essaie pas de le changer. Aime inconditionnellement. Cela semble beau humain et très spirituel, mais en pratique, cela devient souvent une recette pour un désastre personnel. Du point de vue de la psychanalyse, l'acceptation inconditionnelle sous sa forme pervertie est un renoncement à son propre moi, à son ego, au profit des névroses, des complexes et des pathologies de l'autre. Lorsque vous acceptez son alcoolisme, ses humiliations, son insatisfaction constante, sa froideur émotionnelle, vous ne manifestez pas de l'amour, vous devenez complice de son autodestruction et ce qui est le plus terrible, vous vous détruisez vous-même. Ce n'est pas de l'amour, mais une symbiose pathologique du masochisme, un renoncement à vos propres limites et besoins. Freud disait que l'une des principales tâches d'un psychisme sain est la capacité de supporter la tension entre le désiré principe de plaisir et le réel principe de réalité. Et l'acceptation inconditionnelle vous propose simplement d'abandonner, de capituler et de renoncer à vos désirs et besoins. Vous cessez d'être une personne et devenez une fonction commode,
un meuble servant les complexes d'autrui. Une relation saine ne repose pas sur une acceptation aveugle, mais sur le respect mutuel des limites de chacun. Se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme au sens banal et primitif. C'est l'hygiène psychologique de base, la condition nécessaire à la survie de votre personnalité. Cela signifie comprendre clairement où vous vous terminez et où commence l'autre personne. Cela signifie avoir le courage et le droit intérieur de dire non, lorsque vos limites physiques, émotionnelles ou financières sont violées. Cela signifie ne pas permettre que l'insatisfaction d'autrui soit projetée sur vous, ne pas devenir un bouc émissaire ou une épaule pour pleurer. Cela signifie avoir votre propre vie, vos propres intérêts, vos propres amis et vos propres sources de joie, indépendamment de l'humeur de votre partenaire. Seules deux personnes psychologiquement entières et autonomes peuvent construire une union vraiment saine et durable. Non pas deux névrosés collés dans l'extase, mais deux mondes distincts qui ont décidé de cheminer ensemble dans la vie en respectant la souveraineté et les frontières de l'autre. Il y a dans l'histoire un exemple très instructif et effrayant dans sa profondeur. Un vieux vétéran ayant vécu toute sa vie avec sa femme était connu pour son incroyable, presque sainte patience. Elle était une femme d'un caractère terrible, insupportable, capable de lui jeter une assiette de nourriture devant tous les invités ou de l'humilier avec le mot le plus mordant et le plus méchant. Et il essuyait simplement son visage avec douceur et disait « Eh bien, Lyubochka, qu'est-ce que tu as ?» Pour l'entourage, il était un saint, un modèle d'humilité chrétienne et de pardon. Mais du point de vue de la psychanalyse, une question énorme et inconfortable se pose ici. Était-ce son incroyable force d'âme, son choix conscient de porter sa croix? Ou était-ce une incapacité pathologique à défendre son moi, son monde intérieur contre une agression totale? Était-il un homme fort ou un homme avec une volonté brisée, ayant choisi le rôle de victime, car il lui était pour une raison quelconque familier et même commode? Nous n'avons pas la réponse. Mais cet exemple illustre parfaitement que la ligne de démarcation entre la sainteté et le masochisme, entre la grande acceptation et la trahison totale de soi, est très très mince. Et chacun de vous doit décider par lui-même où se situe cette ligne dans ses propres relations. Parce qu'en fin de compte, la seule personne avec qui vous passerez garantement toute votre vie de la première à la dernière inspiration, c'est vous-même. Et le trahir cet homme dans le miroir est la plus grande, la plus impardonnable et la plus fatale des erreurs possibles.